Et je vous demande d'accueillir Gilles Bonenfant, Katayoun Panahi, Céline Maisonneuve et Emmanuel Combe. Je suis ravi de vous accueillir et de lancer cette deuxième journée des rencontres. La réindustrialisation, beau programme. Alors après quelques décennies de désindustrialisation, le gouvernement a lancé un certain nombre de programmes. Vous le savez, on va en parler aujourd'hui. Prise de conscience, le poids dans le PIB est passé dans les années 2000 de 15% aux alentours de 10%. Prise de conscience qui s'est bousculée avec la guerre en Ukraine, bien précédemment avec la crise Covid. Un mouvement de réforme, on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on est allé au bout des réformes ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Un bout d'espoir dans ce vaste sujet qu'est la réindustrialisation. Alors on a accéléré, mais les autres pays accélèrent. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette compétitivité au moins européenne? Nous allons débattre de ça, mais avant, Monsieur le ministre de l'économie et de l'industrie, Monsieur Bruno Le Maire, nous a fait le plaisir de nous envoyer un petit message pour lancer cette deuxième journée des rencontres de l'avenir, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer ces 6e rencontres de l'avenir qui sont organisées par Nicolas Bouzou à Saint-Raphaël. Je regrette de ne pas pouvoir être présent parmi vous, mais je suivrai avec beaucoup d'attention vos travaux et vos propositions. Vous le savez, depuis 7 ans, nous avons pris un certain nombre de décisions pour engager la réindustrialisation du pays. Nous avons allégé la fiscalité sur le capital, mis en place le prélèvement forfaitaire unique, réduit l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Nous avons engagé des dépenses d'innovation, notamment avec France 2030, qui représente 56 milliards d'euros disponibles pour l'investissement dans les nouvelles technologies. Et nous avons engagé une politique de formation et de qualification de haut niveau pour dégager les compétences nécessaires pour la réindustrialisation. Ma conviction, c'est que nous sommes au milieu du gué et qu'il faut maintenant accélérer cette politique pour nous permettre d'accélérer la réindustrialisation du pays. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans, c'est un des plus grands scandales économiques que notre nation ait connu. La part de l'industrie dans le PIB a été divisée par 2. C'est une hémorragie économique. C'est un drame social et c'est une faute politique. Nous avons engagé cette réindustrialisation. Les résultats, je le disais, sont là. 2 millions d'emplois créés, dont 100 000 emplois industriels. Près de 300 usines qui ont ouvert. De nouvelles chaînes de valeur qui ont été créées pour la première fois depuis 40 ans en France. Je pense aux batteries électriques, je pense à l'hydrogène vert. Mais sur la base de ces premiers résultats, il faut que nous prenions des mesures complémentaires. Et c'est là que je compte sur vous. À vous de me dire quelles seraient aujourd'hui les mesures économiques les plus efficaces pour accélérer la réindustrialisation de la France et nous permettre de tenir l'objectif qui est le nôtre, être la première nation industrielle décarbonée en Europe d'ici 2040. Bons travaux à toutes et à tous et je compte sur vos propositions. Bien, le ministre lance le sujet. Alors, Emmanuel, en économie, ce que tu es peut-être recadrer ou évoquer ce qu'est finalement ce sujet de la réindustrialisation, quelques points historiques et quelques points de comparaison pour donner ce cadrage. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous et merci tout d'abord pour cette invitation pour la 3e année consécutive. C'est à la fois un honneur et un plaisir de pouvoir dialoguer sur ces sujets importants. Alors, vous l'avez dit, hein, la part de l'industrie dans la valeur ajoutée dans le PIB français a été divisée à peu près par 2. Ce que je voudrais en quelques minutes, c'est rappeler que le fait qu'il y a un mouvement de désindustrialisation en tant que tel, c'est assez logique. On l'observe dans tous les pays. Donc il n'y a pas en tant que tel de spécificité française au départ. Là où la France se différencie des autres pays, notamment de l'Allemagne, de l'Italie et même de la Suisse, hein, j'y reviendrai, c'est un bel exemple, la Suisse, un pays très industrialisé, c'est la vitesse avec laquelle a eu lieu cette désindustrialisation et surtout son ampleur. Son ampleur, alors tu donnais un chiffre, Gilles, en effet, la part de l'industrie dans le PIB divisée par 2, à peu près un peu moins de 10% aujourd'hui, alors qu'on était à 20% en 2000, hein, donc 2000 c'est quand même hier. Ce que je trouve peut-être plus intéressant que l'indicateur simplement de la part dans la valeur ajoutée, c'est de regarder nos soldes commerciaux. Donc le solde commercial, hein, vous le savez, c'est les exports moins les imports. Et vous allez voir, ça va nous servir à comprendre, à mon sens, les vraies causes de la désindustrialisation. Alors quand vous regardez les principaux soldes commerciaux de la France,
pour l'industrie manufacturière, hein, bien sûr. Hein. On va laisser de côté l'énergie et les matières premières. Qu'est-ce que l'on voit? On voit une France qui s'est littéralement cassé la figure, hein, pour parler de manière un peu familière, dans un secteur qu'on connaît tous, l'automobile. Hein. On avait un excédent commercial il n'y a pas si longtemps que ça, 2008, c'est quand même hier. Hein. On était encore en excédent commercial en 2008. Aujourd'hui, on a un déficit commercial extrêmement important de l'ordre de 20 milliards. Vous prenez les produits électroniques, télécom, même chose. Vous prenez la pharma, qui est pourtant un point fort. Hein, la pharmacie, ça a toujours été un point fort de la France. On reste excédentaire, mais on voit bien que l'excédent, donc excédent exportation, moins importation, a tendance à se réduire. Et au fond, si je caricature un petit peu, il nous reste quoi comme point vraiment fort au niveau du solde? L'aéronautique, où on reste les champions du monde avec les États-Unis, le nucléaire, hein, où la France est extrêmement excédentaire. Et puis après, on est sur les boissons, excusez-moi, les boissons, très important, hein, un solde commercial, on est très, très fort sur ce segment-là. Et bien sûr, je vais y revenir, le luxe, dont on a parlé hier et dont on n'entend malheureusement jamais parler, alors que ça fait partie de l'industrie. Vous allez voir pourquoi je vous parle du solde commercial, parce que c'est intéressant, pour comprendre les racines profondes du mal français. Alors au fond, pourquoi est-ce qu'on s'est désindustrialisé? Je le disais en introduction, il y a des causes générales qu'on retrouve dans tous les pays. Et en ce sens, la France n'a rien de spécifique. Alors pourquoi il y a moins d'industrie en France qu'il y a 30 ans? C'est tout simplement que l'on est devenu plus riche. Et vous le savez, quand un pays devient plus riche, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, ces revenus supplémentaires que vous avez, vous les dépensez plutôt dans des services. Donc il y a une tendance naturelle, c'est lorsqu'un pays devient plus riche, normalement, la part du revenu qui est consacré à l'industrie diminue. Donc c'est une déformation de la demande. Ça, c'est assez classique, de la demande intérieure. Ensuite, vous pouvez exporter vos produits manufacturés. Il y a un second facteur, c'est bien sûr la productivité, le progrès technique. On fait des voitures de manière de plus en plus efficacement et donc, normalement, hein, si vous ne vendez pas plus de voitures, vous devez voir la part de l'industrie automobile diminuer. Il y a eu un mouvement d'externalisation, c'est-à-dire il y a des emplois qui étaient dans l'industrie qui ont été transférés aux services. Exemple caricatural, mais qui permet de bien comprendre, vous êtes un cuisinier, vous travaillez chez Renault, vous êtes salarié de chez Renault. Le jour où on décide que la cuisine sera faite par un prestataire extérieur, par définition, vous sortez en tout cas dans la comptabilisation de l'emploi. Donc un mouvement assez classique d'externalisation de certains emplois, et puis enfin la mondialisation, notamment avec l'ouverture au commerce avec la Chine. Tout ça, ce sont des facteurs que vous retrouvez dans tous les pays. Donc attention, la baisse de la part de l'industrie, ce n'est pas qu'en France. C'est aussi en Italie, c'est aussi en Allemagne. Là où la France a vraiment une spécificité, c'est l'ampleur de cette désindustrialisation et surtout sa vitesse. Alors essayons de la comprendre et c'est là que les soldes commerciaux ils peuvent nous aider. À mon sens, il y a trois causes profondes. La première cause profonde, c'est bien sûr la compétitivité par les coûts. En clair, la France est un pays où produire est très coûteux pour des raisons d'impôts, impôts de production, droit du travail, mais également pour des raisons de réglementation. La réglementation, ça coûte cher, surtout lorsqu'elle change en permanence. Ça s'appelle en langage d'économiste la compétitivité coût. La France est un pays où produire est cher. Donc certaines entreprises ont fait le choix de délocaliser leur production à l'étranger. Ça reste des firmes françaises, mais dont les usines vont être implantées hors de France. Mais ça ne suffit pas, cette explication. Hein, l'approche par les coûts, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que si c'était la fin de l'histoire, alors la Suisse devrait être un pays très désindustrialisé. Je vous rappelle qu'en Suisse, le SMIC, alors la vie est très chère en Suisse, hein, mais le SMIC est à 4 400 € en Suisse. Pourtant, la Suisse est un pays extrêmement industrialisé, donc ça ne suffit pas. Première cause, en effet, des coûts de production élevés. Mais au fond, ce n'est pas dramatique d'avoir des coûts de production élevés si vous êtes capable de vendre très cher vos produits. Hein, donc c'est ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Est-ce qu'on n'a pas d'autres facteurs que le prix? Et c'est là où on a une seconde cause profonde de la désindustrialisation, c'est que pour vendre cher, il faut avoir des produits très innovants. Lorsqu'on est sur des produits très technologiques, l'innovation, elle porte un nom, ça s'appelle les brevets, ça s'appelle la recherche-développement, ça s'appelle les ingénieurs, ça s'appelle les chercheurs. Et là, vous avez une étude très intéressante que je vous invite à lire parce qu'elle est d'abord très, très facile à lire. C'est l'étude de Philippe Aghion sur la désindustrialisation française. Il met en parallèle notre déclin industriel avec l'évolution du positionnement de la France dans les dépôts de brevets. Est-ce qu'on est les champions du monde par industrie dans les dépôts de brevets? Et en fait, vous avez une corrélation, plus qu'une corrélation, une causalité entre le déclin de la France dans les dépôts de brevets
et le déclin de l'industrie. Je vais le dire autrement, si nous avons perdu des points forts dans l'industrie, c'est d'abord que nous n'avons pas fait assez de recherche-développement. Donc, seconde cause... Emmanuel, oui. on part sur la réindustrialisation. Le temps passé sur ce qu'on n'a pas fait est nécessaire, mais il faut parler d'avenir et de... Je finis vite. Donc, deuxième, on va y revenir, l'innovation, donc la R&D, et le troisième facteur dont on ne parle jamais, on peut vendre très cher des produits qui coûtent très cher. Il faut faire de la qualité. Et quand vous regardez les enquêtes, notamment Rexecode, que vous disent les importateurs, à prix égal, un produit italien, un produit à qualité égale, un produit italien, un produit allemand est moins cher. On a un problème de compétitivité par la qualité. Et ça s'appelle la formation, ça s'appelle l'éducation. Bref, j'ai été trop long. Tout ça pour vous dire que les racines du mal français sont profondes. Ce qui veut dire donc que les remèdes sont aussi des remèdes de long terme. Le déclin français, c'est d'abord un problème d'innovation, de formation, d'éducation, et pas seulement un problème de coût de production. Bruno Le Maire nous attend sur les recommandations, donc on va les reprendre tout à l'heure. Tu as évoqué un certain nombre de réformes fiscales, droit du travail. Ce sont deux sujets régaliens qui étaient des sujets qui complexifiaient cette notion de réindustrialisation. Mais il y a un autre sujet qui s'est invité finalement il y a quelques mois, en particulier lié à la guerre en Ukraine. C'est le coût de l'énergie qui est devenu un frein finalement à cette capacité ou pas à être un pays industriel. Cécile peut peut-être nous éclairer un peu sur cette notion et cette comparaison avec d'autres pays européens où on a toujours, nous, l'impression d'avoir une énergie pas chère, mais en plus, cette semaine, le gouvernement a arrêté un prix. Je te passe la parole. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aux facteurs énergétiques quand on parle de dé- ou de réindustrialisation, même si ce qu'on vient de comprendre avec Emmanuel, c'est que c'était multifactoriel. Pour comprendre, il fallait regarder plein de raisons. Parce que l'énergie, moi j'ai envie de dire, c'est l'industrie de l'industrie. C'est ce qui permet à une industrie de tourner, alors particulièrement chez ce qu'on appelle les énergos ou électro-intensifs. Juste quelques chiffres, hein. Par exemple, dans la métallurgie, les coûts de l'énergie, c'est 26% des coûts. C'est-à-dire que vous avez un quart de votre base de coûts qui est lié à vos dépenses énergétiques. Dans la chimie, c'est autour de 20%. Donc on a tout ce secteur qui est éminemment dépendant de l'énergie. Et on le voit bien, par exemple, si je prends l'exemple de l'Allemagne, donc la grande puissance industrielle européenne, eh bien, au cours des années passées, pourquoi est-ce que cette industrie allemande était florissante, notamment cette grosse industrie très énergo-électro-intensive? Alors il y a de nombreuses raisons, mais une des raisons, c'était qu'ils avaient accès à une énergie pas chère. Cette énergie pas chère, ça s'appelait le gaz russe. Donc c'est dès lors que la manne du gaz russe a été largement coupée par Vladimir Poutine, bon, même si on continue d'importer beaucoup de gaz russe via le LNG, mais pas au même prix du tout, eh bien dès lors c'est le système industriel allemand qui est grippé. Et tous les débats, si vous suivez un petit peu du côté allemand ce qui est en train de se passer, les débats vraiment très difficiles qu'ils ont en Allemagne, sont liés au fait qu'en l'état, ils n'ont plus ce moteur de l'industrie qu'ils avaient. Alors en France, on peut se dire, mais finalement, tu l'as dit Gilles, nous on avait une électricité en particulier, hein, pas spécialement chère, parce qu'on avait du nucléaire amorti. Finalement, on aurait pu, enfin, je trouve que ça conforte encore plus ce que vient d'expliquer Emmanuel, parce que finalement le facteur énergétique en France aurait dû justifier qu'on garde une industrie très très forte. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, si je me penche sur aujourd'hui, est-ce que les conditions en matière énergétique sont réunies pour qu'on se réindustrialise? Et si j'élargis le spectre, parce que je pense qu'on est sur un marché européen commun, donc il faut regarder un peu plus large, et pour que l'Allemagne ne se désindustrialise pas d'autres pays. Alors, je vais faire un petit détour pour répondre à cette question je vais vous emmener en Suède. On va aller dans le nord de la Suède. Ce qui est en train de se passer là-bas, c'est assez fabuleux. La Suède est un pays, lui aussi, très industrialisé. 25% du PIB, c'est de l'industrie. Et qu'est-ce qu'ils ont compris depuis plusieurs années? Vous savez, on disait la transition énergétique, il faut baisser la consommation d'énergie finale, faut baisser nos consommations. Les Suédois, comme leurs voisins norvégiens d'ailleurs, ou finlandais, ont compris depuis plusieurs années que le sujet, ce n'était pas ça. Le sujet, c'est d'augmenter massivement la production d'électricité. Pourquoi? Parce que l'industrie verte, l'industrie de la transition, les giga-usines de batteries dont a parlé Bruno Le Maire, les terres rares et tout ce qu'il faut produire pour faire des éoliennes, les panneaux solaires, tout ça, c'est des procédés extrêmement électrovores, beaucoup d'électricité. Et les Suédois se sont dit, nous,
on va en fait massivement augmenter notre production d'électricité pour servir l'industrie. L'hydrogène vert, les gigafactories de batteries, les nouvelles mines qu'on va ouvrir, parce qu'il se trouve qu'ils ont découvert des gisements de terres rares, vous savez, ces métaux stratégiques, très importants dans le nord de la Suède. Et donc, ils ont enclenché le mouvement. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans le nord de l'Europe, qui risque de devenir une sorte de poumon vert industriel, parce qu'en plus, évidemment, électricité décarbonée à 99%. Donc là, on coche toutes les cases, vous voyez, de la réindustrialisation verte, parce qu'on n'a pas mis l'adjectif vert, mais je pense qu'il est important. Il faut quand même le préciser. En France, voilà. Alors en France, depuis les années 70, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées, d'où magnifique programme nucléaire, voilà. Et là, vous avez peut-être suivi cette semaine, il y a eu un accord. La fumée blanche est sortie de Bercy pour l'accord entre EDF et le gouvernement, avec un prix du nucléaire. Alors, c'est un système extrêmement complexe, mais disons que la cible, c'est 2026, 70 € du mégawattheure. Et puis, si le prix est plus élevé, en gros, EDF sera taxé de cette rente supplémentaire et ce sera redistribué aux consommateurs. Bon, alors d'une part, l'État étant actionnaire à 100% d'EDF et Bercy étant aussi celui qui est très très endetté, ça m'étonnerait que toute la rente aille aux consommateurs et je pense que Bercy prélèvera une sacrée dîme au passage si jamais les prix sont plus élevés. Donc ça, petit détail, voilà. Mais alors 70 € du mégawattheure, est-ce que c'est cher ou pas en gros, si je résume? Ben oui, c'est très cher. Et en fait, moi je ne vois pas en l'état la compatibilité entre ce nouveau prix qui a été fixé et la réindustrialisation. Je vais vous donner juste quelques chiffres de comparaison. Le nucléaire américain, c'est la même technologie parce que nos centrales, c'est la technologie qu'on a rachetée sous De Gaulle en 1959 à Westinghouse et qu'on a décidé de développer dans les années 70. La même technologie aux États-Unis, le nucléaire sort à 29 $ du mégawattheure. Chez EDF, il sort aujourd'hui à 60. Voilà. Les centrales allemandes, avant qu'ils les arrêtent, ça sortait à 20 € du mégawattheure. Donc on est en train, en fait, de fixer un prix du nucléaire très cher, qui va être compliqué pour les industriels. Alors les Allemands sont très contents, parce qu'ils en auraient rêvé, en gros, on efface le potentiel différentiel qu'on pouvait avoir avec nos voisins allemands. Donc là, on a un petit sujet, moi je trouve, parce que le sujet, c'est comment on baisse nos coûts de nucléaire existants pour servir les industriels. Ce n'est pas le choix qui a été fait. On pense que les industriels vont discuter avec EDF, qu'ils peuvent aussi passer des contrats de gré à gré et qu'ils vont se satisfaire de ce prix de l'électricité. Le problème, c'est l'électricité, c'est comme tous les biens. Si c'est trop cher, on en consomme moins. Donc quand on a une industrie, on va ailleurs. Voilà. Après, quand vous êtes... et c'est ce qu'on voit en ce moment. On voit, depuis la crise énergétique, en Allemagne, en France, une destruction, ce qu'on appelle la destruction de demande absolument massive. Alors, il y a d'une part une meilleure efficacité des procédés industriels, ça coûte cher, donc on essaie de consommer moins d'énergie par l'innovation, nous y revoilà. Mais il y a aussi la destruction de demande, c'est-à-dire les entreprises, si je puis dire, votent avec leurs pieds et vont voir ailleurs. Et là, vous avez par exemple en Allemagne 32% des entreprises qui investissent, qui disent qu'elles vont investir à l'étranger, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Donc il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc comment la France, dans ce jeu extrêmement complexe de prix énergétiques élevés durablement en Europe, va pouvoir mieux ajuster son prix. Je pense que les débats qu'on a vus cette semaine, à mon avis, ne sont pas terminés. Oui, sachant que dans le plan de sobriété de l'hiver dernier, on se satisfait d'avoir 10% d'économie, mais dans la part de 10%, le nombre de sites industriels, de verreries, de fonderies qui ont fermé, c'est un point à regarder. L'autre point qui est important dans ce que tu évoquais, il y a le coût, mais il y a aussi la visibilité et la prévisibilité, parce que ça, c'est essentiel. Alors, derrière tout ça, derrière la réindustrialisation, il y a un vrai sujet, c'est l'aménagement des territoires. Et finalement, on l'a ébauché hier un petit peu, l'aménagement des territoires, avec peut-être un sujet qui est toujours un triptyque qui semble un peu inconciliable, qui est économie, écologie et sociale. Katayoun, tu peux un peu nous éclairer sur ce virage et cette capacité des territoires à accueillir des nouvelles industries ? Absolument. La question de la réindustrialisation est évidemment intimement liée aux problématiques d'aménagement du territoire, autour essentiellement de
3 sujets qui doivent évidemment, comme le rappelait Cécile sur le vert, intégrer les enjeux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Premier sujet, c'est la question de la disponibilité foncière dans un contexte où le ZAN, le zéro artificialisation nette posé par la loi climat et résilience qu'on a évoqué lors des tables rondes hier, incite à réutiliser aujourd'hui les fonciers qui sont déjà largement imperméabilisés, artificialisés, et notamment les anciens sites industriels qui ont été délaissés. Deuxième sujet, c'est le sujet du logement. Dans un contexte où les tensions dans le couple emploi-logement atteignent leur paroxysme, avec la crise du logement, du fait de la hausse brutale des taux d'intérêt, la chute consécutive du nombre de prêts immobiliers accordés par les banques qui atteint son taux le plus bas depuis 10 ans, la chute du nombre de mises en construction, des phénomènes un peu plus sectoriels géographiquement comme la transformation d'un nombre important de logements en meublés touristiques, comme c'est le cas dans la région où nous sommes aujourd'hui. Tout ceci conduit à ce que finalement les loyers augmentent beaucoup plus vite que les salaires, si bien que la question du logement est devenue un enjeu d'attractivité important pour les entreprises. Alors, ce n'est pas forcément un sujet nouveau, puisque déjà, dès le début des années 50, pour faire face à la pénurie de logements, l'État et les partenaires sociaux s'étaient accordés pour créer le 1% logement, qui permet de financer la construction des logements pour les salariés les plus modestes à travers la collecte de la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction, qui désormais est fixé à 0,45% de la masse salariale des entreprises. Donc c'est plus 1%. D'ailleurs, c'est pour ça que le 1% logement a été rebaptisé Action Logement désormais. Mais c'est un sujet qui, aujourd'hui, compte tenu de la tension sur le secteur du logement, revêt un caractère de plus en plus important pour les entreprises qui doivent aller au-delà de l'effort de la PEC et qui doivent financer, qui s'attellent à trouver des solutions supplémentaires, notamment par exemple la RATP abonde davantage sa PEC à Action Logement de manière à ce qu'en contrepartie, il y ait davantage de ces salariés qui soient logés. La SNCF a mis en place, du fait aussi de la perte d'attractivité liée à la suppression du statut de cheminot à la faveur de la réforme ferroviaire en 2018, elle a mis en place une garantie logement en région parisienne qui permet à chacun de ces nouveaux employés de pouvoir bénéficier d'un logement à un prix abordable, celui du logement social, dans un délai maximum de 4 mois. Et puis, la plupart des employeurs essayent de trouver d'autres solutions, et notamment en développant par exemple des partenariats avec des spécialistes du prêt subventionné, de manière à permettre à leurs salariés de devenir propriétaires à des taux préférentiels qui redeviennent malheureusement les taux du marché si le salarié quitte l'entreprise, de manière à fidéliser les salariés. Donc on voit bien que cette question du logement devient un facteur d'attractivité très important. Et puis troisième problématique d'aménagement du territoire qui est aussi très impactant en matière de réindustrialisation, c'est la question de la desserte en transport. Évidemment, desserte en transport à la fois pour permettre aux salariés de pouvoir se rendre à l'usine sur leur lieu de travail, mais aussi la desserte en transport pour le transport des marchandises, de manière à pouvoir approvisionner en matières premières l'usine ou distribuer ensuite les produits manufacturés qui auront été réalisés. Et cette question des transports, elle devient vraiment cruciale pour les entreprises dans un contexte où les modes de transport sont en pleine évolution du fait de la pandémie, qui a réduit considérablement, du fait des ruptures des vols aériens, a réduit considérablement la part du fret aérien au profit du fret maritime qui a explosé, qui est passé de 5% en 2016 à 60% aujourd'hui des transports de marchandises à l'export. Et dans ce contexte-là, les industries ont pris aussi en considération l'intérêt stratégique de la distribution
notamment par exemple dans la filière pharmaceutique. Les entreprises sont amenées à internaliser la distribution des produits qui autrefois avaient été externalisés vers des prestataires. Et ces enjeux de réinternalisation de la distribution doivent tenir compte justement de l'évolution des modes de transport, si bien que les industries se mettent aujourd'hui de plus en plus à la recherche de solutions de distribution par la voie ferrée ou par la voie d'eau, ce qui rencontre, on va dire, à la fois des freins géopolitiques, les routes de la soie, mais aussi des freins d'ordre technique, puisque ça nécessite que les industriels se mettent en contact avec les opérateurs fluviaux ou maritimes pour s'assurer, par exemple, que les barges ou les ports fluviaux sont bien équipés en prises électriques pour garantir la chaîne du froid, par exemple. Donc, on voit bien que ces problématiques aujourd'hui nécessitent que les entreprises s'intéressent aux questions de transport, de logement et de disponibilité foncière. Alors merci. Le premier débat qu'on voulait avoir entre nous, c'est en termes d'industrie, comme dans beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on va dans l'excellence? Peut-être Emmanuel, est-ce qu'on doit rattraper notre retard ou on doit se projeter à 5-10 ans? C'est-à-dire se focaliser non pas sur un sujet de réindustrialisation, mais plutôt sur l'industrie de l'Hexagone, ou l'industrie de l'Hexagone et européenne dans 5 à 10 ans? C'est une bonne question. En clair, faut-il être moyen en tout ou excellent dans certains secteurs? C'est une opinion, je ne prétends pas avoir la vérité révélée, mais enfin, l'expérience montre, la France est quand même un petit pays, on dira ce qu'on veut, on est peut-être très fiers de ce que l'on est, mais on est un petit pays comparativement à d'autres. Quand je compare la France à ceux qui réussissent en Europe, à nouveau je reprends le cas de la Suisse, le cas des pays du Nord, le cas de l'Italie, l'Italie du Nord, très industrialisée, de l'Allemagne, on s'aperçoit qu'ils ont fait des choix. En clair, mon opinion, c'est qu'il vaut mieux accroître ses avances plutôt que combler ses retards. Et ce d'autant plus que, et je vais prendre un exemple très concret que je connais un petit peu, qui est l'exemple des semi-conducteurs, il y a des retards qui ne se rattrapent quasiment jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire tous les efforts de rattrapage que vous voulez. De toute façon, vos concurrents ont pris une telle avance que la probabilité que vous arriviez à être demain à ce qu'on appelle à la frontière de la technologie est quand même proche de zéro. Si je prends les semi-conducteurs les plus avancés, vous savez, c'est la finesse de gravure, le leader, on le connaît, il s'appelle TSMC, il est à Taïwan, et le second est en Corée du Sud, il s'appelle Samsung. D'où la question, je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est un autre débat, la relocalisation, qu'il ne faut pas implanter des usines de semi-conducteurs en Europe, c'est un autre sujet. La relocalisation, ce n'est pas la réindustrialisation, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, nous faire croire que si l'on met des dizaines de milliards sur ce secteur-là, on arrivera à combler notre retard, très honnêtement, quand on voit le rythme auquel l'innovation technologique a lieu, vous risquez toujours d'avoir un train de retard. Et du coup, tout cet argent, ne vaut-il pas mieux le mettre dans d'autres secteurs où on est déjà les meilleurs? Parce qu'il y a des secteurs sur lesquels on est extrêmement puissant. Donc pour répondre très clairement à ta question, moi je pense qu'il faut faire des choix, qu'il ne faut surtout pas saupoudrer. La question c'est qui fait ces choix? Comment sont-ils faits? Sont-ils mis dans le débat public? Parce qu'un choix, ça engage, que soyons bien clairs. Quand on dit qu'on fait des choix, ça veut dire qu'on renonce. Choisir, c'est renoncer. Donc plutôt que vouloir tout faire, moi j'ai toujours considéré que quand on est un pays de petite taille, le mieux est de se spécialiser, on revient quand même à la bonne vieille théorie économique, dans ce que l'on sait faire le mieux. Or la France a des avantages comparatifs assez extraordinaires dans certains secteurs. Vous les connaissez déjà, on en a parlé. D'abord dans la technologie, l'aéronautique, le nucléaire, la pharma. La pharma, c'est compliqué parce qu'on a des atouts, mais bon, avec peut-être un manque de recherche-développement. Et on a aussi une autre vision de l'industrie. Je vais en dire vraiment 2 mots parce qu'on n'en parle malheureusement jamais. C'est quand même le second solde commercial en France après l'aéronautique, c'est le luxe. Le luxe, c'est de l'industrie. Alors, ce ne sont pas des patents, ce ne sont pas des brevets, ce sont des personnes qui travaillent avec leurs mains, ce sont des ouvriers extrêmement qualifiés, c'est de la créativité, ça aussi, c'est de l'industrie. Donc, pour répondre très clairement à votre question, moi, je crois qu'en réalité, faire une bonne politique industrielle, ce n'est pas vouloir tout faire, ce n'est pas vouloir combler tous nos retards, c'est prendre quelques secteurs dans lesquels on est déjà très puissant et se renforcer. Et par ailleurs, puisqu'on a une révolution qui arrive, qui est la révolution verte, choisir dans cette révolution verte 2 ou 3 technologies ou 2 ou 3 secteurs dans lesquels on n'est pas à nouveau complètement en retard. Si je prends l'exemple des batteries, c'est assez éloquent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la vallée des batteries. Je dis simplement penser qu'on va rattraper rapidement le leader mondial qui est la Chine. Le leader mondial dans les batteries, c'est la Chine. La Chine, ce n'est pas un pays où on fait que des t-shirts. C'est un pays extrêmement puissant
technologiquement. Vaut-il mieux miser 10 milliards sur les batteries en recherche-développement ou vaut-il mieux miser 10 milliards, je ne sais pas, sur la technologie, par exemple, l'hydrogène? Donc vous voyez, il va falloir faire des choix aussi sur les technologies du futur. On ne peut pas tout chercher. Il va falloir choisir. Emmanuel, dans les comparaisons, il y a un choix que tu n'as pas évoqué, peut-être rapidement. L'industrie française s'est construite sur des grands groupes. Très la important. comparaison que tu évoques avec l'Allemagne ou la comparaison que tu évoques avec la Suisse ou avec l'Italie, on voit bien qu'on a un déport sur des ETI, sur des champions. Peut-être en un mot, évoquer ce choix-là, qui me semble essentiel aussi dans cette logique à l'excellence, course à l'excellence, à la localisation également sur nos territoires. Non, la question que tu poses, elle est fondamentale. D'un mot, et je pense que mes collègues, mes camarades auront également d'autres idées là-dessus, n'oublions jamais qu'il y a une différence entre le grand groupe et la PME. D'abord, l'agilité, la réactivité, la capacité à s'adapter à un monde changeant. On le voit notamment au niveau des exports. Hein. Une des forces de l'Allemagne, vous le savez, ce n'est pas seulement ces grands groupes, hein, c'est ces ETI. Qui sont capables de s'adapter, d'aller saisir la demande là où elle est. Les marchés bougent très vite. Hein. Et puis il y a une seconde caractéristique qui est très intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que très souvent, les nouvelles innovations, pas toujours, hein, mais les vraies innovations de rupture, ce sont souvent des outsiders qui les portent, et pas des insiders. La voiture électrique, c'est pas Ford. Hein. La voiture électrique, c'est Tesla. Et Tesla n'existait pas il y a 30 ans. Donc là aussi, il y a un enjeu. Non seulement, on parle beaucoup des champions, on adore ça en France. Hein. Et moi, je n'ai pas de problème avec les champions. La question, c'est est-ce que les champions doivent être toujours les mêmes? On s'aperçoit que ce qui fait la force d'un tissu industriel, c'est la capacité à faire émerger, à faire grandir des petites entreprises. En France, on a beaucoup d'entreprises qui se créent. Le sujet, ce n'est pas de créer des entreprises, hein, c'est de les faire croître très très vite. Or, par définition, quand une entreprise augmente sa taille, elle va le faire au détriment de qui? Nécessairement, à un moment donné, au détriment des insiders, c'est-à-dire des entreprises en place. Donc c'est un enjeu de concurrence, sujet dont on ne parle jamais en France. La concurrence, pardon, c'est un allié de l'innovation et c'est plutôt un allié de la croissance économique. Car en réalité, ce qui tire la croissance aux États-Unis, c'est quand même d'abord les nouveaux entrants. Cécile, tu as une comparaison avec les États-Unis, on en parlait juste en préparation, sur la façon dont justement ils challengent ces nouveaux projets et à qui ils font appel. C'est intéressant de l'évoquer. Alors effectivement, alors aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, vous avez peut-être entendu parler de cette sorte de paquet fiscal qu'a mis en place le président Biden en août 2022, qui s'appelle Inflation Reduction Act. Bon, si je résume, c'est vraiment une politique fiscale très très incitatrice pour investir dans l'industrie américaine et notamment dans précisément toute cette nouvelle technologie du verre. Et là où c'est très intéressant, alors peut-être très américain, hein, c'est que la loi a été votée en août 2022, on est un peu plus d'un an après, l'effet est déjà massif. Il y a une rapidité, une accélération qui est phénoménale, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, tous les groupes américains qui veulent profiter de ces avantages fiscaux, en fait, disent, ben voilà, ils vont voir des gens qui disent, où est-ce que je peux investir? Et ils créent des sortes de packages d'investissement dans des technologies vertes. Ça va être de la batterie, ça va être des nouvelles mines. Ça, moi, je pense que c'est un sujet important. L'ouverture de mines de terres rares et métaux stratégiques. Donc les États-Unis retournent à la mine, si je puis dire. Hein. Ils avaient décidé dans les années 90 que c'était pour les Chinois, ça. On a fait pareil. Et vous voyez en fait un effet de levier entre cette politique fiscale et l'attractivité pour les capitaux privés. Et donc c'est en train de créer un effet boule de neige extrêmement impressionnant. Donc vous le savez, les États-Unis ont fait ça notamment pour se poser en challenger de la Chine, qui pour l'instant, ça paraît bizarre de dire ça, mais la grande puissance de l'industrie verte dans le monde, c'est la Chine. Voilà, les technologies du verre, c'est la Chine. Alors construit avec du noir, hein, du charbon, hein, mais voilà, on est dans ce paradoxe-là. Donc on a aussi en arrière-plan de tout le débat qu'on a, on a ça. Donc soit on fait confiance à la Chine pour être notre allié de toute éternité, comme les Allemands ont fait confiance à la Russie sur leur gaz. C'est un choix. Mais je pense qu'il faut aussi poser cette équation dans le débat qu'on a sur la réindustrialisation, parce que sinon ça va être compliqué. On parlait des batteries. Mais là, ce n'est pas les batteries chinoises qui arrivent en Europe, c'est les véhicules électriques chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule manière de démocratiser le véhicule électrique en Europe, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins chers que ce qu'on produit. Donc là, on a un gros sujet. Après, est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel sur la spécialisation, il y a en fait aussi
une balance à trouver entre la concurrence, et moi je suis tout à fait d'accord, on ne parle pas du tout assez de concurrence, et des sujets qu'on appelle de souveraineté. Le problème, c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui, on met trop, et le ministre nous demandait des recommandations, attention, sous couvert de souveraineté, à ne pas mettre beaucoup de mesures dans la balance qui, en fait, tuent la concurrence et donc tuent l'innovation et donc tuent la réindustrialisation. Là, cet équilibre-là va être à affiner. Oui, mais c'est un débat souvent au titre de l'attractivité des territoires et de la venue d'investisseurs. Souvent, les industries françaises considèrent qu'en faisant venir des investisseurs, on crée une forme de compétition, parce qu'en particulier, on donne des aides. Oui. Mais à la fin, on crée de l'innovation et on crée ce mouvement que tu rappelais, Emmanuel, d'excellence et de compétition positive et qui crée de l'innovation. Dans les pays qui bougent, parce que ce que tu disais me fait penser au Vietnam. Le Vietnam est en train de fabriquer une industrie décarbonée à une vitesse absolument incroyable. Et on croit toujours que de l'autre côté du monde, ça ne bouge pas, mais ça va très vite. Alors, peut-être deuxième débat qui me semble important à voir, qui est à la fois sur les conditions de réussite et comment on gouverne finalement. Quels sont les bons modes de gouvernance de cette réindustrialisation? Katayoun, ton regard sur on a parlé du millefeuille, donc finalement on est en train de l'évoquer un petit peu. Absolument. J'ai cité tout à l'heure les leviers d'action qu'avaient les entreprises pour faciliter leur localisation et améliorer leur attractivité, mais bien évidemment les trois sujets fonciers, logement et desserte en transport sont des sujets d'intérêt territorial, stratégique, collectif, et donc les pouvoirs publics ont évidemment aussi leur rôle à jouer pour garantir les conditions permettant de faciliter l'accès à un logement à prix abordable ou la desserte en transport. Sur ces sujets-là, on voit bien, les questions de gouvernance ne sont pas simples. Sur la question du foncier, qui est essentiel, qui va permettre non seulement de pouvoir relocaliser les industries, mais qui va pouvoir permettre aussi de libérer du foncier pour permettre d'offrir du logement à prix abordable. Les modèles sont en train de changer. Au fond, le modèle du foncier dont on hérite aujourd'hui, c'est vraiment un modèle où la valorisation du foncier repose essentiellement sur sa constructibilité. Plus un terrain est constructible, plus il vaut cher. C'est le modèle dont on hérite du fait du paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre. C'est ce modèle-là qui a conduit à l'étalement urbain, la métropolisation, qui a accompagné les phénomènes liés à la mondialisation, la désindustrialisation, l'exode rural, la tertiarisation de nos économies. Ce modèle-là, aujourd'hui, il est confronté aux défis climatiques et sociaux qu'il nous faut relever, puisque aujourd'hui, quand vous avez un foncier disponible en plein cœur d'une métropole, vous avez plutôt tendance à y réaliser des opérations comportant une grande partie de végétalisation, parce que vous voulez revégétaliser en pleine terre pour lutter contre les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité, aller dans le sens des enjeux de transition écologique. Et puis je pense que chacun d'entre vous, vous n'avez pas envie que la densité augmente autour de chez vous, et vous avez plutôt envie de disposer d'un cadre de vie agréable. Donc il y a une part de végétalisation pour répondre aux objectifs écologiques. Il y a une part d'objectifs sociaux, parce qu'on s'est aperçu avec la pression foncière qui a considérablement augmenté aussi dans les centres-villes, que malheureusement les populations les plus modestes ont été reléguées vers la périphérie de ces métropoles, si bien qu'il y a un enjeu fort à réaliser, à offrir du logement à prix abordable dans les centres-villes pour permettre justement aussi aux key workers que la crise sanitaire a mis en exergue des logements à prix abordable. Et quand vous voulez à la fois faire du social, de l'écologie, il faut boucler aussi avec le triptyque économie, parce qu'il faut que votre modèle de valorisation le permette. Aujourd'hui, lorsque les prix de sortie des logements sont plafonnés, les promoteurs ne sont pas incités à produire du logement, ou quand les prix du foncier reposent sur la constructibilité, les propriétaires ne sont pas incités à céder leur foncier pour réaliser des opérations de végétalisation. Donc il nous faut réinventer un nouveau modèle qui permette d'intégrer dans la valeur du foncier la création de valeurs environnementales et sociales. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Cécile, quand on s'est parlé pour parler des conditions des réussites, tu as utilisé cette expression, il faut changer la carte mentale de la France. Peut-être l'éclairer un petit peu.
moi, ce que je trouve assez passionnant dans le projet de réindustrialisation, en fait, c'est que ça remet en avant une carte de France qu'on a oubliée, qui était que la carte de France de l'industrie, traditionnellement, c'est la carte des villes moyennes. Et en fait, la politique de réindustrialisation, c'est de facto une politique d'aménagement du territoire. Parce que ça va aboutir, parce qu'on veut lutter contre la métropolisation, mais la métropolisation est le fruit de la structure de notre économie. Et bien de même, si on réindustrialise, le territoire va se transformer. Et alors pourquoi c'est la carte des villes moyennes? Parce que très souvent, cette industrie, et là on retombe sur le sujet, tu as employé le mot de tissu industriel, c'est-à-dire que l'industrie, c'est des très grands groupes, mais il faut aussi que ce soit ces entreprises intermédiaires qui s'implantent là précisément dans des endroits où le foncier est plutôt moins cher, typiquement villes moyennes. Et alors la bonne nouvelle, c'est que quand on interroge les Français sur où ils ont envie de vivre, et ça avait été fait notamment par Ipsos à la fin de l'année 2020, donc on était aussi dans un moment très particulier, mais là où ils veulent vivre, c'est plutôt dans des villes moyennes, et plutôt en périphérie de ville, c'est-à-dire exactement là où on implante les industries. Donc en fait, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que se rejoignent une envie sociale des Français de là où ils veulent vivre, et l'endroit où ils veulent vivre pour être celui où ils vont travailler. Ce qui serait une rupture complète avec le modèle des 30 ou 40 dernières années, où au contraire, il y a une déconnexion entre l'endroit où vous vivez et l'endroit où vous travaillez, d'où le sujet des temps de transport, de la question des émissions de gaz à effet de serre et au transport et tout. Donc en fait, cette politique permet de faire une pierre, même pas 2 coups, mais peut-être 3 coups, c'est-à-dire satisfaire l'envie profonde des gens, décarboner la mobilité et redynamiser le tissu territorial. Donc c'est pour ça que je pense aussi cette carte mentale de l'industrie, en fait, les Français y sont au fond très attachés. Emmanuel, plan 2030, 54 milliards d'euros, fléchés pour beaucoup de gros projets. En face, on en parlait, l'IRA, 744 milliards de dollars, complétés par des fonds privés énormément. Si on avait une recommandation au ministre à faire sur l'usage et l'accélération à donner à ce plan 2030, tu aborderais le... Je vais répondre à ta question, mais juste un tout petit mot pour prolonger ce que disait Cécile. Attention à l'imaginaire qu'on a tous, et c'est normal, hein, l'imaginaire fait partie de notre manière de voir le monde. La réindustrialisation, c'est pas simplement mettre des usines. Hein. Je veux dire par là, relocaliser par exemple une usine de Doliprane, c'est très bien, hein, j'ai rien contre, hein, mais ce n'est pas fondamentalement ça qui va créer de la valeur en France. Ça nous rendra moins dépendants, plus souverains, mais la réindustrialisation, ce n'est pas d'abord des usines. Les usines, c'est la conséquence. D'accord ? Vous pouvez mettre toutes les usines que vous voulez, si vous n'avez toujours pas d'innovation, de recherche, développement, de main-d'œuvre formée et de qualité des produits, ça ne marchera pas. Donc attention à ne pas confondre le symptôme de la réindustrialisation, des usines qui fleurissent, hein, et la cause de la réindustrialisation qui est profonde, et on va y revenir. Mais pour répondre très clairement à ta question, donc tu as raison, on va mettre des dizaines de milliards d'euros sur la table, même des centaines, hein, quand on regarde les grands programmes essentiellement européens, français mais aussi européens. Alors, soit pour combler nos retards dans les semi-conducteurs, hein, on met, je crois, quasiment 40 ou 50 milliards sur la table, avec, tu l'as dit, des fonds privés, c'est intéressant, un partenariat public-privé. Autre secteur dans lequel on essaie de combler notre retard, c'est les batteries, hein, avec notamment la vallée des batteries dans le nord de la France. Dans d'autres programmes, ça va être plutôt de l'innovation de rupture, hein, typiquement l'hydrogène vert. Alors, est-ce que tout cet argent-là va donner des résultats? C'était ça ta question. Hein. Ben, comme souvent en économie, il ne suffit pas de mettre de l'argent pour que ça marche. Ça serait trop beau. Hein. Sinon, le Concorde aurait réussi. En fait, le diable est souvent dans les détails. La politique industrielle, ce n'est pas seulement de l'argent à nouveau, c'est la manière de le distribuer. Et là, les économistes sont quand même assez clairs là-dessus. Il y a un certain nombre de conditions à remplir. Ce sont des conditions nécessaires. Première condition qu'on voit aux États-Unis, hein, tu parlais, Cécile, du programme de Biden qu'on appelle l'IRA, hein, qui est un programme de politique industrielle. Moi, ce qui me frappe chaque fois qu'on regarde les programmes de politique industrielle américains, c'est le recours à l'expertise. Moi, je suis incapable de vous dire si le projet A est meilleur que le projet B dans les semi-conducteurs. Je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas spécialiste des semi-conducteurs. Eh bien, pour faire des choix éclairés, il faut recourir aux meilleurs. Donc, premièrement, il faut faire appel à des experts indépendants.
Je ne suis pas toujours sûr, avec le plus grand respect que j'ai bien sûr pour la haute fonction publique, que le fait d'être un haut fonctionnaire rend nécessairement compétent pour sélectionner un projet. J'ai spontanément plus confiance dans un chercheur qui travaille depuis 30 ans sur le nucléaire pour me dire quel est le bon choix nucléaire qu'il faut faire. Donc premièrement, le recours à l'expertise. Secondement, il faut savoir arrêter quelque chose qui ne marche pas. Hein, ça aussi, c'est une caractéristique essentielle de la politique industrielle. Si ça ne marche pas, eh bien, il faut stopper. Tant pis, il y aura des dégâts, mais le pire est de s'obstiner et de continuer. Donc la capacité à faire ce qu'on appelle des sunset clauses, c'est-à-dire ça ne marche pas, on coupe. Secondement. Troisièmement, très important, toujours la même chose, la politique industrielle, c'est un objectif qui est déterminé. On veut être leader sur ce secteur. Donc on sait où on va, par contre, on met de la concurrence. On ne désigne pas le vainqueur à l'avance. On ne dit pas c'est telle entreprise qui va être le champion. Non, les champions, ça ne se décrète pas dans le sport. Hein. Plus vous mettrez de concurrence entre les entreprises, plus vous aurez de chances que votre politique industrielle fonctionne. Exemple concret, la découverte du vaccin Covid. Donald Trump a mis 12 milliards de dollars de politique industrielle, mais il ne les a pas donnés à un laboratoire. Il a dit... Je vais attribuer ces 12 milliards à tous ceux qui veulent concourir. 7 laboratoires ont concouru et il y en a un qui, vous le savez, a lancé le premier, c'est Moderna. Donc vous voyez, il y a des conditions de réussite d'une politique industrielle. Une politique industrielle, il ne suffit pas de mettre de l'argent. Il ne suffit pas de mettre de l'argent. Et puis le quatrième point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est un défaut français, il ne faut pas faire de saupoudrage géographique. La politique industrielle, ce n'est pas une politique d'aménagement du territoire, où je vais mettre une usine un petit peu partout pour faire plaisir aux élus locaux, avec le plus grand respect que j'ai pour les élus locaux. C'est faire à nouveau des choix. La politique industrielle, c'est savoir dire oui, mais c'est aussi savoir dire non. Donc vous voyez, l'indépendance des experts, leur capacité à résister à la pression des lobbies, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, il faut se féliciter, on ne l'a peut-être pas assez dit, que pour la première fois en Europe, depuis fort longtemps, on a une vraie politique industrielle. On voit vraiment que l'Europe est sortie de cette idée qu'il n'y avait que de la concurrence. Il faut les deux, en fait. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Le gong a sonné, mais parce qu'au départ, on était sur 3 quarts d'heure, mais on a eu un quart d'heure de plus. Donc on peut continuer 13 minutes. On va donner la parole à la salle. Il y a juste un point qu'on n'a pas abordé. Je posais la question à Katayoun. C'est refabriquer une industrie innovante, d'excellence. C'est d'abord donner envie aux gens de travailler dans l'industrie. Et c'est vrai qu'on a eu un schéma sur le bashing, mais il y a eu quand même un bashing industriel dans notre pays et donner envie aux jeunes d'aller travailler dans une industrie propre, une industrie décarbonée, comme tu l'évoquais. Je pense que c'est un des points clés. Katayoun, peut-être ton opinion là-dessus sur comment on redonne, tu es ingénieur de formation aussi, comme moi, comment on redonne envie à ces générations d'être dans une industrie qui est l'industrie de demain et qui a tous les attraits qu'on peut imaginer et qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un manque d'appétence, j'allais dire, des métiers un peu liés au hardware, tout ce qui est infrastructure, industrie, un peu moins les jeunes aujourd'hui. Et il me semble qu'effectivement, on ne peut que se réjouir de ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que désormais, il y a une vraie politique industrielle qui donne vraiment de la visibilité aux jeunes pour pouvoir se lancer dans les métiers de l'industrie. Et ça suppose aussi qu'il y ait de la constance sur la durée, sur le temps long. Pour permettre aux jeunes justement de trouver un intérêt à faire des études qui sont longues. Il faut donner de la visibilité sur le temps long et ça pose la question du temps de l'industrie. Emmanuel, sur la formation, sur l'apprentissage ? Oui, pour moi, c'est le seul sujet. À la fin des fins, quand vous remontez dans la chaîne des causes, souvenez-vous, on était parti du solde commercial français. Quand vous remontez dans les causes, pourquoi pas assez d'innovation, pas assez de chercheurs, pas assez d'ingénieurs, mais ça vaut pour tout le reste. J'insiste là-dessus, l'industrie, c'est pas que de l'innovation technologique. Le luxe, c'est de l'industrie. Il y a bien d'autres secteurs que le high-tech, donc c'est aussi des ouvriers qualifiés. Ça, c'est une énorme différence avec l'Allemagne. Donc l'investissement sur la formation. Et en France, cette conception, cette hiérarchie, finalement, il y a les sachants et les autres. Non, si vous voulez un pays compétitif, il faut que tout le monde soit formé. Et vous vous souvenez, hier, on entendait, je crois que c'était Jean-Michel Blanquer qui nous parlait des 2,5 millions d'illettrés. Je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, la compétitivité d'un pays, elle se joue d'abord là. Elle ne se joue pas que par le haut, on va le dire autrement. C'est important d'avoir des élites, plus d'ingénieurs, plus de chercheurs, mais tout est important.
Quand vous allez en Allemagne, un produit, c'est pas seulement une voiture, hein, c'est aussi un service après-vente. Donc c'est être capable de répondre aux clients, être capable d'être réactif. Un produit, la compétitivité, c'est un tout. Hein, je dis souvent, hein, pas de qualité des produits s'il n'y a pas de qualification des hommes. Mais tous les hommes, ça commence en effet par savoir lire, écrire, compter. Donc pour répondre à ta question, pour moi, à la fin des fins, la meilleure politique industrielle, c'est celle de la Suisse. C'est des personnes qui sont éduquées dans tous les sens du terme. Du basique, lire, écrire, jusqu'au prix Nobel. Et il ne faut pas hiérarchiser, on a besoin de tous. Et je pense que ça, c'est le drame français. Et tant qu'on ne mettra pas au centre du débat, moi je ne le vois pas en tout cas, hein, la question de l'éducation, c'est pas faute de le dire. Hein. Moi je lisais l'autre jour un excellent livre que je vous invite à lire de Xavier Jaravel, hein, qui est sorti, Marie Curie habite en Bretagne, je crois que c'est le titre de son livre, dans le Morbihan, où elle explique pourquoi il y a plein de jeunes talentueux qui devraient accéder, sinon au prix Nobel, en tout cas à la recherche, mais en France, pays de la reproduction sociale, je vous rappelle que la France est le pays où l'école reproduit le plus les inégalités sociales de tous les pays de l'OCDE. Hein. De tous les pays de l'OCDE. À la fin des fins, vous dit Xavier Jaravel, le sujet de la France, c'est l'éducation, dans tous les sens du terme. Donc pour répondre très clairement à ta question, c'est ça le problème. Je pense, en lien avec ce que viennent de dire Emmanuel et Katayoun, ce qui est très important aussi, c'est de réhabiliter la technologie et la technique. Parce qu'en fait, on a un rapport, moi je trouve, à la technologie et à la technique quand vous entendez les débats sur le progrès technologique et tous ces néologismes qui ont été créés. Vous savez, techno-solutionniste, c'est une manière de dire non, mais c'est pas comme ça qu'on va changer les choses, notamment pour décarboner. On dit qu'il faut que les gens changent de comportement, c'est ça le sujet. Non, pas du tout. On doit profondément revoir le rapport à la technologie. Il ne faut pas se mentir. Enfin, certes, l'industrie, ce n'est pas que de la technologie, mais ce qui nous permettra de transformer l'économie pour la rendre moins carbonée, c'est la technologie. Et donc, tous ces débats qu'on a sur les méfaits possibles de la technologie, ça ne servent pas non plus l'attractivité de l'industrie pour les jeunes. Ne servent pas non plus le fait que dans l'éducation, effectivement, on sait très bien qu'il y a une sorte de système à deux vitesses et que c'est ceux dont on estime qu'ils ne sont pas capables finalement de réussir qu'on va pousser vers des filières technologiques. Et là, on connaît tous, ça fait 30 ans qu'on a ces débats sur la différence avec l'approche allemande. Donc là c'est encore une question, tout à l'heure c'était la carte mentale qu'il fallait changer, là c'est une autre carte mentale qu'il faut changer, voilà, de notre rapport aux choses, aux techniques. Moi ce qui est passionnant dans l'industrie, c'est des procédés, des processus et des machines. Enfin, personnellement, moi j'adore aller dans une usine, mais il faut retourner, il faut peut-être organiser, je sais pas, des visites dans des usines, comprendre comment ça fonctionne, parce que ce sont des très 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 beaux objets. Un temps, pas assez de jeunes ce matin pour les inciter à y aller, un temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions, si vous avez des micros, il y en a. Si vous voulez bien passer avec les micros. Après. Bonjour. Je voulais réagir juste sur le dessin, le formidable dessin de Xavier Gors, qui se trouve derrière, qu'on salue, qui va encore nous accompagner toute la journée. Vous ne pouvez pas les réindustrialiser loin de chez moi. C'est vrai qu'on veut tous des emplois, on veut tous de l'aménagement du territoire. Je prends un exemple très simple. Brie d'Or, Louis Leduf, c'est la brioche dorée, c'est Pizza dell'Arte. Il voulait faire un nouveau site industriel, de boulangerie industrielle à Liffrey, en Ille-et-Vilaine, au mois de mai. Il y a eu des recours, parce qu'on adore les recours. N'importe quelle association écolo fait des recours. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas. Il s'est dit, OK, mes 500 emplois, je ne les ferai pas là, je vais les faire au Portugal ou aux États-Unis. Question toute simple. C'est quoi les conditions d'une réindustrialisation réussie? Comment faire accepter une réindustrialisation et l'arrivée de sites industriels près de chez soi? Tout simplement. C'est quoi? Je pense, alors ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, ça ne touche pas que les sites industriels. Moi, je vais prendre deux autres exemples qui sont totalement paradoxaux. Parce que les propos récents de la chef des écologistes, Marine Tondelier, sur la possible implantation d'une usine de fabrication de laine de roche en France. On est dans l'est de la France. La laine de roche, c'est ce qui permet d'isoler les bâtiments. Donc on a tous compris que c'était un sujet un peu important pour la transition. Et bien, la chef des écolos est contre l'implantation d'une usine de laine de roche en France, parce que, dit-elle, ça va consommer beaucoup d'énergie. Mais tant mieux, puisqu'on a une énergie décarbonée. Donc on préfère que ce soit fabriqué en Chine avec
fixe basé sur le charbon. Donc effectivement, et je pense que, en fait, une des réponses, alors c'est peut-être une réponse bateau, mais comme on ne connaît plus, on ne sait plus ce que c'est qu'un procédé industriel. Si on explique ce que c'est un procédé industriel, par exemple Bridor, je ne sais pas jusqu'à quel point il a besoin de chaleur industrielle, mais bon, j'imagine qu'il y a besoin de... Voilà. Voilà. Alors, on trouve toujours la grenouille ceci, le hamster cela, qui existe juste à cet endroit et qu'il ne faut pas déranger. Bien sûr, il y a les questions de biodiversité qui aussi s'invitent dans le débat souvent. Et il y en a des associations dont c'est le boulot de montrer, de pointer la grenouille, le hamster, voilà. Mais ce que je pense, en fait, moi j'avais travaillé un moment sur la question des grands projets et comment on développe l'acceptabilité. Alors, il faut accepter qu'il y a un temps du débat. Et en France, alors, on l'a peut-être beaucoup trop, beaucoup trop. Mais ce temps du débat est quand même nécessaire parce qu'il y a des opposants dont c'est le boulot, mais il y a aussi beaucoup de gens qui juste n'ont pas vraiment d'opinion, ne comprennent pas forcément justement ce que ça implique, le projet. Et moi, je trouve que ce que Katayoun a dit, quand on parle derrière de logement, quand on parle de mobilité, quand on parle de revivification du territoire, aussi les industriels ne sont pas forcément très doués pour raconter l'histoire de leur projet. Il faut dire les choses. Ce pas des gens qui sont habitués à communiquer. Ils sont super forts ils vont vous montrer le taux de pression, machin, tous les chiffres, ça va être très bon. Mais l'histoire qui va se dérouler autour de ce projet, il la raconte pas. Donc, il faut aussi raconter une histoire. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, fondamentalement à la réindustrialisation, c'est qu'il faut raconter l'histoire, ce que ça veut dire très concrètement. Il faut la remettre en perspective, en fait, dans une vision de l'avenir, puisqu'on est aux rencontres de l'avenir. Mais je crois aussi qu'il faut... Je crois qu'il faut aussi donner le choix et la part du choix aux élus locaux. Enfin, ça a été abordé hier matin quand on a parlé de l'autoroute A69. À un moment donné, il y a une vision économique. Voilà, alors il faut concilier, Catalogne l'a dit, cette vision sociale, cette vision économique, cette vision écologique. Mais à un moment donné, il faut des gens aussi courageux qui prennent des responsabilités sur un certain nombre de projets. Il y avait une question, monsieur, vous avez le micro. Il doit marcher normalement. Oui. Merci. Oui, voilà. Une question rapide, comme ça on en prendra plusieurs. Alors, je fais partie de ceux qui vont Gattaz appeler les hommes en gris. Et j'ai travaillé donc en Norvège, en Belgique, en Italie, en Allemagne et aussi en France, comme ingénieur et comme chef d'entreprise. Je dois vous dire que la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'en parlant de compétitivité, il y a des gros points qui, assez curieusement, passent un peu à côté. Lorsqu'on a parlé du rallongement de la durée du travail, personne n'a parlé de la semaine des 35 heures. Il faut savoir que la semaine des 35 heures, par rapport à un Allemand ou un Norvégien qui travaille 40 heures, celui qui travaille 35 heures pendant 35 ans, ça lui fait 5 ans de moins. Or, on parlait que du rallongement d'une heure, d'un an ou 2 ans. C'est quand même assez surprenant. La deuxième question, c'est que pourquoi nous, les ingénieurs, nous sommes très bien à l'étranger? Pourquoi la moitié de ma promo est partie travailler à l'étranger? Et pourquoi ne sommes-nous pas vraiment retenus en France? Merci. Manuel ? Sur la première question, en fait, on l'a dit sans le dire. Souvenez-vous, quand on a fait le constat des causes de la désindustrialisation française, la première que j'avais évoquée, c'était les coûts. Et bien entendu, dans les coûts de production, vous avez le temps de travail, puisque même si en travaillant moins, vous êtes plus productif en général, vous avez quand même ce facteur-là. Donc oui, vous avez raison. Parmi les causes de la désindustrialisation, il y a les coûts, et dans les coûts, il n'y a pas que la fiscalité, les impôts de production, il y a aussi les rigidités sur le marché du travail et le temps de travail. Sur la seconde question, vous avez donné un peu la réponse est un peu dans votre question, c'est le statut, ce que tu disais, le statut des ingénieurs, et de manière plus générale en France, le statut de l'industrie qui n'est pas forcément toujours reconnu à sa juste valeur. Et donc, à nouveau, le problème de l'éducation. Oui, puis il y a eu peut-être, monsieur, plusieurs mouvements sur ce départ. Je pense qu'aujourd'hui, la France a retrouvé une autre attractivité qu'il y a quelques années. Et il y a peut-être moins de départs, ou en tout cas, il y a beaucoup de retours. Ce que je trouve extrêmement positif. Alors, je crois qu'il y a un monsieur qui a attrapé le micro, là. Ah, écoutez, puisque vous l'avez... on vous l'a repris. Donc, je voudrais que le micro... là, il y avait une question. Moi, très bien.
stratège qui existait en France et qui a permis une industrie. Alors, et notamment l'énergie, puisqu'on était parmi les meilleurs au niveau énergie. On avait la meilleure entreprise du monde sur le plan énergétique. Donc si on peut donner des conseils à monsieur le maire, est-ce qu'on peut déjà lui recommander de sortir... Ah merci, c'est trop gentil. La censure s'arrête. C'est bien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas lui donner comme premier conseil de sortir immédiatement du marché de l'énergie? Parce qu'on a eu un coût de l'énergie de 40 €, moins que ça. Donc, c'est complètement une aberration d'être dans ce dossier de l'énergie. Marcel Boiteux doit se retourner dans sa tombe. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'État stratège. L'État stratège qui existait dans les années 60-70, qui a permis de faire toute l'industrie nucléaire en moins de 3 ans avec Mesmer, etc. Donc c'était De Gaulle, Pompidou. Donc ça, on l'a plus. Voilà. Et puis si je devais concurrencer l'humoriste, le dessinateur, c'était de dire, nous, à l'État stratège actuellement, c'est François Bayrou. La Chine a le Parti communiste. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Voilà, merci. Merci, monsieur. Alors, rapidement, Cécile et Emmanuel, peut-être. Juste un point sur le marché européen de l'énergie. Alors là, je suis désolée, je vais être en total désaccord avec vous. On a détruit tout seul notre système énergétique. Il n'y avait besoin ni de l'Europe ni de Bruxelles. Et c'est Marcel Boiteux qui a créé la fameuse théorie marginale sur les coûts de l'électricité, sur laquelle était basé ce marché. Donc Marcel Boiteux, il s'est exprimé d'ailleurs, il a disparu récemment, mais il s'exprimait encore beaucoup. Il a jamais vilipendé le marché européen de l'énergie. Donc... Non. La manière dont on a traduit ça en France... Rappelé par Nicolas, alors. Je viens de publier un papier sur le sujet, vous pouvez le lire et on en reparlera bien volontiers, mais ne cherchons pas la cause de nos mots systématiquement à l'extérieur, c'est aussi une tendance très française. Bravo. Emmanuel, tu voulais dire un mot ? Non, c'est simplement pour dire qu'il y a une différence entre De Gaulle et aujourd'hui, c'est que De Gaulle, on était dans le rattrapage, et c'est toujours plus facile de rattraper. D'ailleurs, la Chine, on voit, arrive bien à rattraper. C'est plus compliqué quand aujourd'hui on doit à la fois rattraper, mais aussi aller sur des technologies de rupture, en fait, découvrir ce qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas la même politique industrielle quand on est dans la découverte de ce qu'on ne connaît pas et dans ce que l'on rattrape. Quand vous rattrapez, vous avez un modèle. Alors, c'est les rencontres de l'avenir. En un mot, vous diriez quoi sur la réindustrialisation, Cécile ? Le temps, bien jouer avec le temps. Il y a des moments où il faut accélérer. C'est ce qu'on a décrit, par exemple, aux États-Unis. C'est ce qu'essaie de faire le gouvernement avec les multiples mesures dont a parlé Bruno Le Maire. Mais il faut accepter aussi que ça prend du temps. Voilà. Là, il l'a dit lui-même, hein, on revient de très très loin. Donc, il va falloir à la fois de la patience, de la cohérence, et puis j'ajouterais quand même une bonne dose de passion. Voilà. Emmanuel ? Argent, concurrence, éducation. Argent pour, en effet, mettre sur la table des milliards pour rattraper nos retards et préparer la rupture. Concurrence, il n'y a pas de politique industrielle qui réussisse s'il n'y a pas de concurrence pour faire favoriser, en effet, les nouveaux entrants. Et puis éducation, parce qu'à la fin des fins, si vous n'avez pas des personnes formées, ça ne marchera pas. Toutes les formations et pas seulement les formations supérieures. Katayoun ? Dans un monde dont la complexité est irréductible, je dirais plutôt gouvernance et coopération entre les différents acteurs. On parlait de l'État stratège, les collectivités, les industries. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous remercie.